Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. Une ce mois, changement climatique, négociations climatiques à Dubaï oblige. Nous allons parler des questions climatiques avec ce rapport d'Oxfam et du Stockholm Environment Institute, l'Institut pour l'environnement de Stockholm, basé en Suède, qui nous révèle que les 1% les plus riches de la Terre émettent autant de gaz carbonique, vous savez ce que c'est, que le reste des 2 tiers les moins nantis de la planète. Pour les détails de ce rapport, nous avons un invité, Fatih Ziassan. Elle est une des pensionnaires de l'École nationale de la statistique et de l'économie appliquée d'Abidjan, promotion 2002. Elle a ensuite travaillé pour le développement en Afrique, notamment au sein de l'Agence de l'Union africaine pour le développement et le NEPAD, et depuis 2022, elle occupe le rôle de directrice d'Oxfam en Afrique. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur la page de notre podcast en français, impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N. À la fin, vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network sur l'onglet www.thetaxcast.com. Et pour ceux qui veulent aller sur YouTube, www.impôts-et-justice-sociale.com. Pour ceux qui ont Twitter ou alors X, le hashtag Impôts Social, Facebook, Impôts et Justice Sociale, c'est notre page. Et pour ceux qui ont Stitcher, recherchez votre programme. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails, ou tout au moins pour la grande interview. Je vous le disais en une, justice climatique, justice fiscale, justice sociale, ce sont là des grands thèmes qui ont alimenté le débat sur la justice fiscale globalement au cours des 3 derniers mois. Vous vous rappelez, pour l'édition précédente, nous étions en Tanzanie et au Mozambique où nous avons vu qu'une plus grande justice fiscale dans le secteur des ressources extractives pouvait aider la Tanzanie et le Mozambique à mobiliser davantage de ressources pour apporter des réponses à la situation de la dégradation du climat dans ces 2 pays. Aujourd'hui, nous allons à la COP28 à Dubaï et nous apprenons que les 10% des plus riches de la population polluent presque beaucoup plus que les 2 tiers qui sont les moins riches, qui ont le moins accès à des ressources financières. C'est une révélation d'Oxfam avec le Stockholm Environment Institute, un rapport pour rappeler quels sont les enjeux de la justice climatique, qui sont avant tout aussi un enjeu de la justice fiscale. Nous allons écouter l'entretien que nous avons eu avec Fatih Ziassan. C'est une ancienne pensionnaire de l'école d'économie, de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. C'est une économiste. En plus, elle a travaillé dans le développement sur le continent africain et aujourd'hui, elle dirige Oxfam en Afrique depuis 2022. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec elle. Fatih Ziassan, vous êtes la toute nouvelle directrice de Oxfam in Africa. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur le podcast francophone de Tax Justice Network. Tax Justice Network et Oxfam travaillent depuis bien des années déjà pour des questions de justice sociale, mais aussi pour des questions de justice fiscale. Alors là, aujourd'hui, on ne parle pas d'Oxfam ou de Tax Justice Network ou encore de nous. Mais nous parlons, Fatih, de quelque chose que Oxfam a mis en avant, c'est le fait que 10% de la population considérée comme celle la plus riche dans le monde pollue beaucoup plus que les pauvres. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les détails de ce qu'a dit votre rapport?
Merci beaucoup Idriss, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'explorer les résultats de ce rapport qui a été publié le 20 novembre par Oxfam et par le Stockholm Environment Institute. Alors effectivement, ce rapport montre que sur l'année 2019, les 1% les plus riches ont généré autant de gaz carbonique que les 5 milliards de personnes qui représentent les 2 tiers les plus pauvres de la planète. Et quand on regarde ces 1% les plus riches, ce qu'on appelle les ultra-riches, ils et elles ont généré 16% des émissions mondiales de carbone, alors que les 10% les plus riches sont responsables de 54% des émissions mondiales. Alors, nous, on se concentre sur les ultra-riches parce que c'est un petit groupe qui émet beaucoup plus, qui émet 27 fois plus que sa juste part. C'est un groupe de personnes qui possèdent de multiples résidences, des yachts privés, des jets privés. Et avec toutes ces possessions, ils brûlent le peu de carbone qu'il reste au monde à utiliser sans que les températures mondiales ne dépassent la limite que l'on s'est collectivement fixée de 1,5 degrés Celsius. Et donc, nous, on pense que c'est de ça qu'il faut parler. Il faut parler de la façon dont le mode de vie luxueux et les intérêts commerciaux des ultra-riches détruisent la planète. Oui, les personnes les plus pauvres consomment de très petites quantités d'énergie, mais comme ils sont plus nombreux, évidemment, ça fait aussi des nombres importants cumulativement. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'énergie qui est consommée par les personnes les plus pauvres, c'est majoritairement de l'énergie qui est nécessaire à la survie, comme la préparation de la nourriture ou l'éclairage de leurs habitations. Notre rapport montre aussi que les ultra-riches exercent un contrôle considérable sur la politique et sur l'économie, et donc ils ont le pouvoir et la responsabilité d'arrêter la dégradation du climat. Les 1% les plus riches ne sont pas seulement importants en raison de leurs émissions de carbone qui sont surdimensionnées, donc c'est une partie de l'histoire de l'inégalité dans notre rapport. Ils sont aussi importants parce qu'ils contrôlent nos économies, ils contrôlent nos politiques publiques. Ce sont eux qui investissent dans des entreprises qui continuent à polluer sans retenue, ce sont eux qui possèdent les médias, ce sont eux qui financent les campagnes des élus politiques. Et donc il n'y a pas seulement une égalité dans l'émission de carbone, il y a aussi une inégalité que nous soulignons dans la responsabilité et dans la capacité d'action. Alors nous disons que si les plus riches et les plus puissants ne changent pas de cap, ils vont précipiter notre planète dans le vide. Et juste pour ajouter qu'en plus des ultra-riches, il y a aussi les membres de la classe moyenne des pays riches qui constituent donc la majeure partie des 10% les plus riches de la planète. Ce groupe de personnes doit aussi réduire leurs émissions et consommer moins. Mais pour que cela se produise, il faut que les gouvernements apportent des mesures pour soutenir les citoyennes et les citoyens et pour véritablement transformer nos économies. Mettre à disposition des trains à grande vitesse pour qu'il ne soit plus nécessaire de prendre l'avion, développer les transports publics abordables et efficaces pour qu'il ne soit plus nécessaire d'avoir une voiture personnelle. Et il n'y a pas de raison de blâmer une personne qui gagne un salaire minimum ou un salaire très bas et qui doit se rendre au travail en voiture parce qu'il n'y a pas de bus, plutôt qu'un milliardaire qui investit dans des combustibles fossiles polluants et qui fait des croisières autour de la Méditerranée dans un super yacht qui rejette la pollution au carbone dans l'air. Donc les super riches, à travers les médias qu'ils contrôlent, veulent nous faire croire que nous sommes tous et toutes également responsables de la dégradation du climat, de la crise climatique à laquelle nous faisons face, mais ce n'est évidemment pas le cas. D'accord. Fatih, j'entends très bien, et absolument, il y a déjà cette contribution à la pollution, mais il y a aussi le refus de prendre sa responsabilité pour orienter différemment les investissements. Et absolument, c'est un argument qui va en droite ligne avec ce que nous pensons en termes de justice sociale. Mais justement, peut-être pour te relancer, peut-être que ces ultra-riches comprendraient que les plus pauvres ne polluent pas parce qu'ils le souhaitent. Tout comme eux, ils peuvent décider de ne pas prendre un yacht ou bien de ne pas prendre un jet privé, mais ils le font. Par contre, les plus pauvres, comme tu l'as mentionné, se retrouvent parfois obligés de couper des arbres pour avoir de l'énergie de cuisson. Justement, ça te parle de dire que les ultra-riches pourraient effectivement, en plus des politiques publiques, accompagner la transition énergétique des plus pauvres, qui eux n'ont pas les moyens et n'ont pas de choix.
Oui, tout à fait. Mais avant de parler de ça, il serait peut-être aussi intéressant de remettre en question la manière dont nous percevons les personnes et les communautés les plus pauvres, en particulier en milieu rural et notamment en Afrique. On a tendance à les percevoir comme des personnes et comme des communautés auxquelles il faut venir expliquer les tenants, les aboutissants de la protection de la nature, du changement climatique, et auxquelles il faut venir expliquer de nouvelles techniques. Je pense que c'est aussi ignorer les savoirs traditionnels qui ont été développés sur des siècles d'observation, des siècles d'expérimentation et de transmission. Idriss, si vous allez dans toutes les parties d'Afrique, vous allez visiter des communautés rurales qui vont vous montrer leurs techniques d'hydraulique villageoise, par exemple. Et toutes ces techniques gagneraient à être mieux reconnues, connues et partagées, et vraiment reconnu comme étant, comme contribuant à la préservation de la nature et à l'action climatique. Ceci étant, évidemment, si on met en place des mécanismes pour permettre aux ultra-riches de mieux financer l'action climatique, on peut investir davantage dans les services publics universels et dans l'action climatique. C'est ce qui permettrait aux communautés dont nous venons de parler de réduire encore plus leur faible empreinte écologique. Alors, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui estime que 4 familles africaines sur 5 utilisent actuellement des fourneaux au charbon de bois ou des fourneaux au bois pour préparer leur repas, ce qui fait que 70% de la population africaine n'a pas accès à des combustibles de cuisson propres. Non seulement cela contribue à l'émission de gaz carbonique, donc 1,5 gigatonnes de gaz carbonique par an, mais il faut aussi noter que la fumée nocive dégagée par ces fourneaux contribue à 3,7 millions de décès prématurés par an. Donc ça touche principalement les femmes et les enfants. En plus, comme tu l'as souligné, les méthodes de cuisson à base de charbon ou de bois contribuent à la déforestation, ce qui entraîne chaque année, selon l'Agence internationale de l'énergie, la disparition de forêts de la taille de l'Irlande. Donc il y a aussi des solutions modernes qui existent en plus des savoirs indigènes dont je parlais tout à l'heure. Il y a par exemple, pour répondre justement à ce cas des fourneaux à charbon ou à bois, il y a des fours à balles de riz qui sont actuellement distribués au Niger par les jeunes volontaires pour l'environnement. Ils ont été distribués à plus de 20 000 ménages. Mais ces solutions ne sont pas à la portée des ménages les plus pauvres, donc il faut une aide extérieure pour diffuser ce genre de solutions. Et régler le problème des fours au charbon ou au bois coûterait 4 milliards d'euros, alors qu'aujourd'hui, les flux financiers illicites qui échappent à l'Afrique sont d'environ 88 milliards de dollars par an. Il y a comme ça un nombre incalculable de solutions qui sont techniquement et financièrement possible. Mais il faut aussi souligner la question des inégalités parce que la crise climatique et les inégalités économiques sont souvent considérées séparément, indépendamment l'une de l'autre. Pourtant, on ne peut pas relever l'un de ces défis sans s'attaquer à l'autre. Ce sont 2 défis qui sont inextricablement liés. Mais pour les groupes qui sont socialement et économiquement défavorisés, ce ne sont pas leurs émissions qui préoccupent le plus, car n'oublions pas que les 50% les plus pauvres de l'humanité ne sont responsables que de 7% des émissions de carbone. Ce sont plutôt les inégalités en termes d'impact du changement climatique et en termes de capacité de s'adapter à la dégradation du climat qui, nous, à Oxfam, nous préoccupent. Qu'il s'agisse de comparaisons entre pays ou à l'intérieur même d'un pays, les personnes qui vivent dans la pauvreté ont tendance à être beaucoup plus exposées et à perdre une plus grande partie de leurs possessions en cas de catastrophe. Et ils et elles disposent aussi de moins de ressources pour faire face aux conséquences des événements climatiques extrêmes. Si je prends l'exemple d'une perte de $1, perdre $1, ça n'a pas la même signification pour une personne vivant avec $1 par jour et pour une personne comme vous et moi et comme la majorité des personnes qui vont écouter ce podcast. La même perte affecte beaucoup plus les personnes qui vivent dans la pauvreté parce qu'elles perdent leurs sources de revenus, comme par exemple leurs récoltes, leurs cheptels, les marchandises de leur petit commerce, et qu'elles ne peuvent pas compter sur leur épargne pour atténuer les conséquences. Dans la majorité des cas, elles ne peuvent même pas compter sur des mécanismes de soutien public. Et il faut aussi noter que leur santé et leur éducation sont beaucoup plus menacées et qu'elles ont besoin de beaucoup plus de temps
pour se rétablir et pour se reconstruire. Donc nous appelons les gouvernements à cibler les émissions des plus riches dans tous les pays, mais aussi à mettre en place des politiques qui permettront à toutes et à tous d'adopter des modes de vie beaucoup plus écologiques, tels que des systèmes d'énergie et de transport plus propres. Oui, absolument. C'est un message qui est clair, que les ultra-riches contribuent directement à la pollution ou indirectement par les multinationales dont ils sont les propriétaires et qui, en plus, évitent de payer l'impôt. Selon le rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde, en 2018, les pertes étaient estimées en Afrique à près de 17,4 milliards de dollars. On est pratiquement dans l'ordre de 4 fois le montant qu'il faudrait pour permettre aux ménages les plus pauvres de pouvoir accéder à des énergies plus propres. Alors, revenons. Vous avez parlé du dollar qui serait possédé par vous et moi, ou ceux qui vont écouter ce podcast, et du dollar qui serait possédé par les personnes les moins riches. Parlons des personnes les plus riches. Parfois, on en est à se demander comment on décide qu'une personne est très riche. Déjà, je ne suis pas très riche, ça c'est sûr. Quelle que soit la définition que tu donneras, je ne me sentirai pas concerné. Mais comment vous parvenez à définir ce que nous devons entendre par riche, par ultra riche? Et j'ai bien aimé, quelque part, tu as dit que la classe moyenne des pays riches, en principe, est riche. C'est pas comme la classe moyenne des pays beaucoup moins nantis financièrement. Alors, vous, quelle a été votre méthodologie pour qu'une fois pour toutes, on comprenne ce que Oxfam classe dans riche, ultra riche? C'est une question qui est très, très importante pour comprendre notre approche méthodologique. Ce que nous, on définit comme les ultra riches, ce sont les 1% les plus riches qui ont un revenu d'au moins 140 000 $ par année. Et on s'est rendu compte donc que ces 1% les plus riches émettent 16% des émissions mondiales de carbone. Et les 10% les plus riches, c'est les personnes qui ont un revenu de 41 000 $ par année. Et ces données sur les seuils de revenus sont exprimées évidemment en parité de pouvoir d'achat en dollars américains en 2022 avant impôt, ce qui permet de tenir compte des différences en fait entre les pouvoirs d'achat des différents pays et des différentes régions. Cela est dit. Alors, un point crucial est la redistribution. C'est un principe qui nous est très cher. Dans votre rapport, vous parlez de mettre en place un mécanisme de redistribution. Alors, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer comment vous voyez cette redistribution dans le cadre précis aujourd'hui des conséquences de notre attitude de consommateurs riches, ultra riches, sur les émissions de carbone et quel serait son impact potentiel et surtout, comment pourrions-nous assurer par la suite que si on redistribue et qu'on donne plus de revenus aux plus pauvres et que désormais ils peuvent atteindre peut-être pas les 41 000 $ annuels avant impôt, mais même 20 000 $, ils n'auront pas eux aussi tendance à avoir une attitude de consommation polluante? C'est une question intéressante et l'approche par la consommation est aussi intéressante parce que si on regarde la manière de consommer à travers le monde et la manière dont cela évolue, on se rend bien compte que la situation actuelle n'est pas tenable. L'ONG Global Footprint Network nous dit que si chaque individu vivait comme un Américain moyen, nous aurions besoin des ressources de 5 planètes Terre. On n'a pas 5 planètes Terre à disposition, donc il faut vraiment un changement radical dans la manière dont nous abordons les choses. Mais notre rapport montre que nous pouvons améliorer le niveau de vie de milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté, tout en sauvant ce qui peut être sauvé de la planète. Mais le seul moyen d'y parvenir, c'est de réduire radicalement les inégalités. Et pour nous, c'est de taxer les ultra-riches afin de financer les investissements qui sont nécessaires pour une décarbonisation rapide et aussi équitable. Lorsqu'il y a eu le sommet africain sur le climat en septembre dernier, les chefs d'État et de gouvernement ont lancé un appel pour la taxe sur le carbone. Nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction si on s'assure que les principaux responsables de la crise climatique supportent le coût de cette taxe et assument le coût des émissions de carbone. Les chefs d'État et de gouvernement africains ont aussi proposé un nouveau mécanisme de financement pour restructurer la dette qui est écrasante, la dette de l'Afrique, et débloquer des fonds pour le climat afin d'assurer une transition vers les énergies vertes. Avec de plus en plus d'événements climatiques extrêmes qui touchent l'Afrique, les deux questions, celle du financement de l'action climatique d'un côté et celle du financement
du développement, donc celle de la dette de l'autre, sont inextricablement liées. Parce que pour faire face à la crise climatique, l'agenda de développement des pays africains se confond à l'agenda de mitigation face aux défis dans le domaine de l'agriculture, de la santé et des infrastructures. Donc la question du financement est cruciale pour assurer une transition saine et durable. Donc pour nous, il doit y avoir une redistribution équitable d'abord des pays riches vers les pays du monde majoritaire, conformément aux différents engagements pris depuis les années 70. Par exemple, si on prend la crise en Afrique de l'Est, jusqu'à maintenant, les pays riches ont lamentablement échoué à fournir à ces pays un soutien adéquat pour s'adapter aux événements climatiques extrêmes auxquels ils font face. Par exemple, les pays riches n'ont versé à l'Éthiopie, au Kenya, à la Somalie et au Sud-Soudan que 2,4 milliards de dollars pour le financement du développement lié au climat en 2021, alors que ces pays ont collectivement besoin de 53,3 milliards de dollars par an pour atteindre leurs objectifs climatiques de 2030. Donc cela ne représente que 5% environ de leurs besoins. Au-delà de la redistribution entre pays riches et pays du monde majoritaire, il y a aussi le besoin d'une redistribution du secteur privé, en grande partie responsable de la crise climatique, vers les communautés affectées. Près de la moitié des fonds qui ont été accordés à l'Afrique de l'Est l'ont été sous forme de prêts, 45%, ce qui risque de plonger encore plus la région dans une situation de surendettement. Et cela va évidemment affaiblir la capacité des pays à faire face à leurs défis en termes de développement et à faire face aux effets du changement climatique. Alors en plus de ça, évidemment, les gouvernements doivent mettre en place les garde-fous pour empêcher les entreprises de répercuter le coût d'une taxe carbone, par exemple, sur l'ensemble des citoyens et des citoyennes, parce qu'on sait que déjà beaucoup luttent pour faire face aux coûts élevés de la vie. Beaucoup continuent à subir les graves conséquences du changement climatique et des événements climatiques extrêmes, ce qui perpétue la pauvreté et les inégalités. Tout un agenda de changement en perspective. Et justement, le rapport abordait un point très important aussi pour nous chez Tax Justice Network, c'est que finalement, même s'il faut qu'on contraigne ces multinationales qui sont les principaux initiateurs de flux financiers illicites à motivation fiscale sur le continent, qui font perdre des impôts aux pays du continent, il faudrait encore une visibilité sur leurs données financières. Et aujourd'hui, on a cette difficulté à implémenter quelque chose de simple, le reporting des comptes financiers pays par pays, afin d'identifier là où il y a le plus d'activité économique, là où il y a le plus d'impact négatif sur l'environnement et éventuellement de pratiquer une bonne redistribution. Alors, de ce point de vue, comment est-ce que Oxfam pense, comment est-ce que le rapport que vous avez co-rédigé avec l'institution suédoise, comment est-ce qu'elle pense qu'une meilleure visibilité des comptes pays par pays aiderait à mobiliser les ressources qu'il faut pour cette redistribution qui est si importante? Alors pour Oxfam, il y a un principe qui est fondamental, c'est celui du pollueur-payeur. Effectivement. Nous voulons que ceux qui contribuent le plus à la crise... Tu pollues, tu payes, hein? Tu pollues, tu payes, je suis d'accord. Voilà. Tu as pollué, tu as profité, tu as généré des profits dont tu continues de jouir, tu dois payer. Si on doit le résumer de manière comme ça très triviale. Et on a parlé tout à l'heure des mécanismes de financement de l'action climatique, que ce soit au niveau global ou bilatéral, mais on pense aussi que le moyen existant le plus efficace reste l'ensemble des outils fiscaux qui permettent notamment aux pays africains de collecter les taxes au niveau national, notamment les taxes sur les profits des multinationales. Or, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, Idriss, mais pour cela, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de politiques fiscales équitables et vous avez besoin des chiffres fiables sur le patrimoine, sur les revenus du travail, sur le revenu du capital et notamment sur les profits. Donc, une politique fiscale équitable, ça veut dire, entre autres, taxer les profits plus que le travail, par exemple, et taxer les gros profits proportionnellement plus que les petits profits. Donc vous voyez que sans la transparence sur les profits générés par les multinationales, il y a un gros manque à gagner des services fiscaux africains. D'ailleurs, la CNUSED estime à plus de 88 milliards de dollars le montant annuel de tous les flux financiers illicites qui échappent au continent africain, alors que le besoin en termes de financement se situe à environ 200 milliards de dollars par an. Donc la transparence est absolument nécessaire, mais elle est aussi nécessaire
par les gouvernements. Parce qu'évidemment, rien ne garantit que les recettes fiscales, une fois collectées, seront consacrées à la lutte contre les inégalités et à la lutte contre les effets de la crise climatique. On pense que la transparence et la responsabilité sont essentielles pour que les citoyens et les citoyennes puissent demander à leur gouvernement de rendre compte de la manière dont ils dépensent les fonds publics. Au Kenya, par exemple, Oxfam soutient l'Association nationale des contribuables, la National Taxpayer Association, qui a développé des tableaux de bord, ce qu'ils appellent des scorecards, pour aider les communautés à suivre les flux financiers, à contrôler la qualité des services publics et à demander des comptes à leur pouvoir public. On pense aussi que plus de transparence sur la propriété privée est nécessaire parce que les inégalités extrêmes alimentent la corruption. Par exemple, lorsque les entreprises et les ultra-riches utilisent leur argent et leur influence pour agir en toute impunité par rapport à la loi ou pour s'assurer que les gouvernements travaillent dans leur intérêt, quel que soit l'impact sur la majorité de la population. Alors, c'est vrai que l'argent achète des biens, mais pas seulement des biens. Il peut aussi acheter du pouvoir, il peut acheter des grâces, il peut acheter des faveurs. Et ce n'est certainement pas le cas lorsqu'on est une personne pauvre et qu'on n'a pas accès à ces ressources. Mais il ne s'agit pas seulement d'un problème de corruption parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'évasion fiscale est souvent légalisée. L'exploitation des travailleurs et des travailleuses est considérée comme une technique efficace de management et la maximisation des rendements pour les riches actionnaires à tout prix est une bonne pratique. Donc souvent, il ne s'agit pas de corruption stricto sensu, mais d'une économie qui est au service d'une minorité au détriment de la majorité. Si on parle par exemple des COP, des processus COP, la COP vient de commencer, il n'est pas normal, la COP 28, il n'est pas normal que 500 lobbyistes qui sont au service des combustibles, des énergies fossiles et affiliés à certains géants du pétrole et du gaz, les plus polluants du monde, il n'est pas normal que 500 lobbyistes aient eu accès par exemple à la COP 26. Il n'est pas normal que des réseaux de paradis fiscaux soient utilisés pour éviter de payer des impôts, en particulier par les ultra-riches. Et nous pensons chez Oxfam que notre économie doit être au service de toutes et de tous et qu'elle doit préserver les ressources précieuses de notre planète. Tu disais que c'est pas à moi que tu parles, mais finalement, tu m'as parlé à moi, tu m'as touché. Évidemment, je comprends les notions de transparence en matière fiscale, le reporting pays par pays, c'est une bataille que nous menons. La transparence sur la propriété effective, c'est une bataille que nous menons. Les bons systèmes fiscaux dénués de corruption, des administrations fiscales compétentes, des organisations de contribuables qui sont informées sur leurs droits pour pouvoir mieux contribuer à l'impôt, évidemment, c'est des choses qui nous parlent. Peut-être je vais te sortir avec un dernier point. C'était pas prévu, mais je pense que je plonge Oxfam dedans parce que vous faites partie de cette bataille. Il faut aussi une meilleure coopération fiscale internationale pour établir l'équité fiscale. Et dernièrement, le 23 novembre à l'ONU, ce sera une date marquante. Le groupe africain a obtenu une double victoire. Rejeter des amendements proposés par un de ces pays riches, la Grande-Bretagne, qui est aussi le pays qui abrite un certain nombre de juridictions classifiées comme opaques, favorisant l'évasion fiscale, mais aussi le groupe africain a réussi à faire passer les négociations fiscales internationales de l'OCDE, qui était mandatée par le G20, vers les Nations Unies, qui permettront un débat plus inclusif, prenant en compte toutes les réalités. Alors, Oxfam Afrique, quel est le commentaire que vous faites? J'ai entendu tout le monde sur cette affaire, mais pas encore Oxfam. On sortira avec votre sentiment sur ce dernier point. Merci beaucoup, Idriss. Alors, vous savez, sur ce sujet-là, ça fait partie des dossiers que nous suivons dans l'ombre et pour lesquels nous apportons le soutien aux parties prenantes. Et nous avons joué un rôle modeste de facilitateur, de convener. On a essayé de rassembler aussi les différentes forces pour apporter du contenu, des perspectives, des espaces d'échange pour faire modestement notre part quant à l'avancement de cette initiative. Le sentiment qui nous anime, c'est d'abord une immense fierté de voir l'Afrique au devant, l'Afrique en tant que lead sur cette initiative, l'Afrique qui a réussi à convaincre pratiquement l'ensemble des pays du monde majoritaire. Et c'est un mot que j'utilise souvent
Pas tout le temps, mais dans certains contextes, et notamment dans celui du multilatéralisme où, heureusement, on est dans une situation où c'est un pays, une voix. Et on se rend bien compte quand on regarde la liste des votes pour et contre la Convention fiscale internationale, qui sont les pays du monde majoritaire. Et je pense que la prochaine fois qu'on me demandera qui sont ces pays, je les renverrai vers cette liste et je leur dirai ceux qui ont voté oui pour cette convention, ce sont les pays du monde majoritaire. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'adoption de ce principe aux Nations Unies a vraiment montré que nous avons la capacité de nous unir et de peser sur la trajectoire de l'humanité. Parce que nous sommes, tant qu'on est dans un contexte de multilatéralisme, nous sommes majoritaires en termes de population, en termes de nombre de voix, et nous avons cette puissance pour peu qu'on s'organise pour peser véritablement et pour défendre les droits de nos citoyennes et des citoyens, de nos citoyens. Donc c'est pour moi d'abord une très très grande fierté. Je pense que c'est un point de bascule. Beaucoup de gens ont compris beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la diplomatie africaine, des citoyens, des mouvements africains qui ont soutenu cette initiative. Et de l'autre côté aussi, je pense au niveau des pays riches. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été comprises en termes de l'efficacité de certaines approches, pas toujours très transparentes, qui ont heureusement échoué lors du vote de cette convention fiscale internationale. Et évidemment, on est dans l'euphorie, on est dans l'autocongratulation, mais aussi je pense que il faut très vite se mettre en ordre de bataille parce que c'est une bataille qui a été gagnée, pas la guerre. C'est une première étape, mais dans l'opérationnalisation de ce principe de convention, il y a encore beaucoup de travail à faire qui va demander encore une fois de se réunir, d'échanger des perspectives, de mettre ce que nous avons de meilleur en termes de non seulement de connaissances, en termes d'approche fiscale, mais également en termes de stratégie diplomatique, etc., pour vraiment faire en sorte que Victoire se transforme en victoire pour toute la ligne, jusqu'à les citoyens et les citoyennes du monde majoritaire en général et de l'Afrique en particulier. Dans tous les cas, si les gens ont encore du mal à être convaincus, je les invite à lire votre rapport « Inégalité climatique ». Les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que 2 tiers de l'humanité. Et encore, le reste des 2 tiers le font parce qu'ils n'ont pas de choix, parce que les 1% et les 10% les plus riches de la Terre refusent ou alors se dérogent de leur obligation de devoir investir sur des choses moins polluantes ou de payer l'impôt qui serait nécessaire à l'adaptation. Je rappelle que ce rapport a été édité ou alors écrit par Oxfam, mais aussi le Stockholm Environment Institute, l'Institut pour l'environnement de Stockholm. Stockholm, je pense que c'est en Suède, c'est en Suède pour ceux qui ne savent pas. Merci Fatih Nzi Hassan d'avoir pris de votre temps, d'avoir dérogé à un agenda qui est très chargé. Et évidemment, cette bataille pour un meilleur environnement fiscal international, nous mènerons cette bataille, nous la mènerons, j'y arrive, avec Oxfam en Afrique, Oxfam in Africa. J'espère vous avoir, vous ou certains de vos autres collaborateurs, sur ces thématiques, sur notre prochain podcast. Merci encore. Merci à vous, Idriss. À bientôt. Au revoir. Merci Fatih, une fois de plus, votre rapport vient nous rappeler tous ces défis auxquels nous faisons face. Nous avons besoin d'une plus grande transparence dans la fiscalité. Nous avons besoin que les multinationales qui sont possédées par des personnes ultra riches ou très riches publient leurs rapports financiers pays par pays. On identifiera effectivement comment est-ce qu'on pourrait réaffecter la masse des impôts qui sera collectée au niveau global, tel que le veut la formule unitaire qui est proposée par Tax Justice Network. Mais nous avons aussi besoin de savoir qui sont ces propriétaires de multinationales à travers une transparence effective des bénéficiaires effectifs. Ce sont là des combats qui sont menés au niveau du continent, tout autant que le dernier sur lequel nous avons déjà remporté une grande victoire, à savoir porter les discussions
coopération fiscale internationale dans un cadre plus inclusif qui est celui des Nations Unies. Nous avons obtenu gain de cause dans une résolution qui a été votée majoritairement. Nous reviendrons sur cette actualité avec l'ensemble de nos experts, avec des personnes qui peuvent mieux expliquer les enjeux qui sont en cours actuellement. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez écouter notre podcast sur notre page des podcasts impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec S-Y-N en français. Mais vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network sous le lien www.taxcast.com et vous cliquez sur l'onglet en français. Si vous allez sur YouTube, www.impotetjusticesocial.com et sur Twitter, aujourd'hui X pour ceux qui le veulent, c'est #impotsocial. Facebook, la page, c'est Impôt et Justice Sociale. Et pour ceux qui ont Stitcher, recherchez votre programme. Voilà ce que nous avions prévu pour vous. Bon début du mois de décembre et à très bientôt pour une autre édition de votre podcast.